Mon nom est Mansourova Natalia, je suis de l'Oural, d'Ekaterinbourg, et avant je vivais dans une ville fermée près de Chelyabinsk. Pendant 10 ans, j'ai travaillé à l'Institut de biologie nucléaire et de radiologie. Nous avons étudié les effets de l'explosion nucléaire à Chelyabinsk en 1957. En 1986, presque tous les membres de notre équipe ont été envoyés à Tchernobyl. Je m'appelle Nadezhda Kutepova. Je dirige l'ONG écologique La Planète de l'Espoir dans la ville fermée d'Oziorsk, dans la région de Chelyabinsk. Pendant les 15 dernières années, j'ai travaillé sur la question des droits de l'homme et maintenant je suis réfugiée politique en France. On a un peu trop tendance à banaliser les actes héroïques de nos jours. Et j'ai l'impression d'être une vieille en parlant comme ça. Nous sommes impressionnés pour pas grand chose. Bonjour à tous et bienvenue dans Chronique post-apocalyptique. Tout est un truc de fou, un truc de malade. Et souvent, on s'extasie devant des événements qui, à y regarder d'un peu plus près, ne sont pas en fin de compte aussi transcendants qu'on veut bien nous le faire croire. Oui, certaines personnes font preuve d'un grand courage et je ne remettrai pas cela en cause. Mais qu'en est-il des véritables héros? Et puis tiens, et si on lâchait un instant les poilus pour voir s'il existe des héroïnes du côté des gonzesses? Spoiler alerte, il existe des femmes dans ce monde qui sont bien plus burnées que certains hommes. Générique. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Moi je pense que, comme dirait Spider-Man, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Oui, Ne vous inquiétez pas, je ne parlerai pas de cette dinde qui prétend défendre la cause des femmes, alors qu'en définitive, elle la dessert beaucoup plus. Peut-être faudrait-il qu'elle arrête d'en faire une marotte pour faire bien devant les merdias et qu'enfin elle se préoccupe des vrais problèmes. Bref, de toute façon, le sujet n'est pas là. Et puis cette citation ne s'applique pas dans les cas qui nous intéressent. Certes, le fait de savoir faire des choses fait de nous quelqu'un de responsable, mais quelquefois, il peut arriver qu'on soit confronté à des événements aussi exceptionnels que dramatiques, et parce qu'on dispose de quelques connaissances, on peut se retrouver dans la pire des situations à risquer notre vie. Comme je l'ai dit dans l'introduction, on a beaucoup trop tendance à céder aux superlatifs. Tout aujourd'hui est super, mortel, phénoménal, exceptionnel, dramatique et j'en passe. Des choses vraiment dramatiques et vraiment exceptionnelles, il s'en est déroulé au cours de notre histoire. Et les femmes dont je vais vous parler, elles, ont véritablement vécu et font des choses que peu d'entre nous pourraient vivre et faire. Pourtant, il s'agit ni plus ni moins que de femmes normales. Ici, pas de fouet magique, pas de cape, ni même encore de combinaison moulante en cuir. On se calme messieurs, et mesdames aussi, pour vous raconter l'histoire de ces deux femmes extraordinaires, et croyez-moi, l'emploi d'un superlatif ici n'est pas superflu, il va nous falloir remonter un peu le temps. Près de 30 ans avant Tchernobyl, le 29 septembre 1957, l'URSS subit dans l'Oural une catastrophe nucléaire de grande ampleur, la catastrophe de Kyshtym. Alors je ne vais pas trop revenir dessus, ni sur la guerre froide ou encore sur l'incompétence crasseuse des Russes en matière de sécurité dans le domaine du nucléaire. Si le sujet vous intéresse, je vous invite à aller jeter un œil dans la description où vous trouverez le lien d'une vidéo dans laquelle j'ai déjà abordé ce sujet. Cette contamination radioactive qui s'est produite au complexe nucléaire Mayak, une usine de retraitement de combustible nucléaire située près de la ville d'Oziorsk dans l'actuelle Russie, a été classée au niveau 6 sur l'échelle des événements nucléaires. Et c'est après la catastrophe de Tchernobyl et de Fukushima, le 3e plus grave accident nucléaire jamais connu. Il sera également le tragique point commun de nos deux héroïnes. Radiobiologiste russe Natalia Mansourova est envoyée à Tchernobyl dès 1986. Mais sa relation avec la radioactivité débute bien plus tôt. Issue d'une famille de travailleurs nucléaires, ses parents sont recrutés de force par les autorités de l'URSS dans les années 50 pour construire le complexe nucléaire de Mayak. Là-bas, à cette époque, c'est comme ça. On te dit pas de traverser la rue pour trouver du boulot. On te menace de mort si tu ne fais pas ce qu'on te demande. Né en 1951 dans la ville secrète d'Oziorsk, connue jusqu'en 1994 sous le nom de Chelyabinsk 65 et Chelyabinsk 40 à partir de 1966, créé pour la course à l'armement nucléaire au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Natalia et sa famille habitent sur place, tenue au secret. Lorsque plus tard on lui demandera où elle habitait, elle répondra machinalement la zone, ce qui en russe signifie un lieu de détention de criminels, un camp de travaux forcés ou encore une ville fermée. Natalia a 6 ans lorsque survient l'accident de Mayak. Gardée secret pendant plus de 3 décennies. Elle a en quelque sorte grandi dans la catastrophe, mais curieuse de nature, elle souhaite travailler dans ce domaine pour comprendre les activités de ses parents, de son pays et les conséquences de celles-ci. Ingénieure mécanicienne de formation, ce n'est qu'après que son mari l'ait quittée qu'elle postule pour subvenir aux besoins de son bébé, qui a tout juste 8 mois. Elle débute d'abord dans la partie non
non secrète, puis au bout d'un an, après une formation en radiologie à Moscou, elle commence à travailler dans la partie secrète. Sa mission consiste à travailler sur la manière de faire de l'agriculture sur un territoire contaminé. Après la catastrophe de Kirchtim, après que 22 villages furent rasés et 10 000 personnes évacuées sans qu'on leur donne aucune explication, passé la panique des premiers instants, les autorités réalisent qu'il s'agit d'une formidable opportunité. Dès 1958 est proposée la création d'un institut de recherche en radioécologie. Le but, évacuer les conséquences environnementales d'une guerre nucléaire, apprendre à vivre en zone irradiée et trouver des techniques de décontamination. Dès 1960, les cadres de la station de recherche ont suffisamment confiance dans leurs résultats pour manger des légumes de la zone. Mais puisque la catastrophe n'a officiellement jamais eu lieu, les résultats ne sont pas rendus publics. Cette recherche a été lancée dans le cadre d'une préparation à une guerre nucléaire et Natalia a des serres construites sur le site de Mayak. Elle et son équipe plantent à ciel ouvert sur les territoires contaminés, tout en utilisant aussi l'eau également contaminée qui vient du réacteur. Fin avril, elle et son équipe reçoivent l'ordre de partir pour Tchernobyl, sans explication et sans détails sur ce qui s'est passé. Seule précaution, la mission est interdite aux femmes encore en âge de procréer. Mais quelques mois après, et face à l'urgence, les autorités font sauter les restrictions d'âge. Interrogée bien des années plus tard, Natalia confiera qu'en fait, elle n'était pas complètement obligée d'accepter ce départ. Elle aurait pu mettre en avant le fait qu'elle était mère célibataire et sa demande aurait eu de fortes chances d'être acceptée. Mais ayant discuté avec sa mère, qui avait présumé du désastre, et vu qu'elle-même avait servi toute sa vie avec l'idée du devoir professionnel, elle lui avait proposé de garder sa fille. Et Natalia était partie considérant elle aussi que c'était son devoir professionnel que d'y aller. Pour info, sa mère mourra en 1991 à l'âge de 63 ans d'un cancer de l'estomac. Dans l'incompréhension la plus totale, elle y va en robe et sandalettes, se retrouvant face à des hommes en combinaison, masqués et gantés. Emmenée à Pripyat, la ville voisine évacuée en urgence, l'une des premières choses qu'elle constate est le silence et le linge qui pend aux fenêtres abandonnées. La mission concerne tous les hommes, indépendamment de l'âge, ainsi que les femmes de plus de 30 ans au début. Elles sont une infime minorité, une femme pour 1000 hommes, et la plupart du temps, elles exercent des fonctions subalternes de cuisinière, de femme de ménage ou d'aide-soignante. Bon là, il y avait une blague à placer, mais on va éviter. Ou pas. La place de la femme, c'est à la cuisine, dans les normes des choses. Avec tes diplômes, ta place c'est à la cuisine. Avec ton doctorat, ta place à la cuisine. Ah, on me fait signe dans l'oreillette qu'une féministe vient d'éclater en plein vol sur Twitter. Désolé. Bon, bien évidemment, et comme on pouvait s'y attendre, il y a eu de nombreux cas de harcèlement, de viol et de violence. Les hommes sont d'immondes porcs et ils se transmettent ça fièrement depuis des générations. La vie sur place pour les liquidatrices est particulièrement dure et d'ailleurs, certaines qui sont enceintes sont obligées d'avorter pour éviter les malformations, comme cela a été le cas à Mayak. Chargée de l'évacuation des biens matériels devenus radioactifs, elle dirige un groupe chargé d'explorer les appartements abandonnés précipitamment par les habitants pour récupérer meubles, bijoux, tissus et objets qui sont ensuite enterrés dans des fosses recouvertes de béton. Lorsque Natalia et son équipe décident d'installer un laboratoire radiochimique et des bureaux dans le jardin d'enfants, c'est elle qui est chargée de décider ce qu'ils peuvent être gardés pour des besoins du travail et ce qu'il faut envoyer dans un site de stockage. Elle a à ce moment-là un véritable premier choc. Dans une chambre, un chien vivant est étendu sur un lit d'enfant, vivant apparemment là avant l'accident et étant sûrement attaché à un enfant en particulier car c'est sur le lit de ce dernier qu'il se trouve. Lorsque Natalia s'approche, le chien descend péniblement du lit et rampe jusqu'à elle. Elle est horrifiée. La partie inférieure de ses pattes est entièrement pelée. Sa chair à nu saigne, un fin filet de bave coule en permanence de sa bouche. Ses yeux sont troubles et elle ne sait pas s'il la voit vraiment. L'animal a été brûlé par les radiations à l'extérieur car il marche sur des sols et parmi une végétation contaminée, mais il est aussi brûlé de l'intérieur car il se nourrit de rongeurs, disons, sales. En revenant sur place quelques jours plus tard, il le retrouve sur le même lit jusqu'au moment où l'équipe commence à évacuer les meubles. En hiver, lorsqu'elle va dans la forêt pour collecter des échantillons de neige ou de végétation, elle est obligée de découper les couvertures des lits d'enfants pour confectionner des écharpes, bonnets, moufles et gilets qu'elle et son équipe enfilent par-dessus leurs vêtements spéciaux pour avoir plus chaud car faute de laborantin, tous les chercheurs de l'équipe parcourent la zone pour faire ce travail. En manque de dosimètre, Natalia exige des confirmations de la part des spécialistes du service de la sécurité nucléaire. Elle souhaite qu'ils fassent le calcul du temps où ils peuvent rester à tel ou tel poste de travail. Les spécialistes viennent, prennent leurs propres mesures, puis les notes de la radiobiologiste disparaissent mystérieusement. Loin de s'avouer vaincue, elle fait de nouvelles notes, mais cette fois en 2 exemplaires. Puis elle fait à nouveau venir des dosimétristes et des médecins, exigeant par la même occasion des moyens plus efficaces de mesure. Au final, on la menace de licenciement si elle continue à déranger, mais elle ne lâche pas l'affaire pour autant et elle mesura elle-même les lieux comme elle le peut, bloquant l'accès aux endroits les plus contaminés avec des pots de fleurs brisés et dessinant également des croix sur les tuyaux de chauffage pour désigner les endroits à éviter. À partir de 1987, des structures permanentes dans les zones interdites de Tchernobyl sont créées et pendant près de 4 ans et demi, Natalia fait des recherches sur l'ampleur de l'accident et de la contamination du site pour tenter de les réduire le plus possible. Équipée de vêtements et de masques de protection,
détection basique, les 2 premières années, la radioactivité est si forte que son visage est comme tanné. Ne disposant d'aucun instrument de mesure fiable pour évaluer la dangerosité de son travail, ce qui, on va pas se mentir, est quand même un comble pour une radiobiologiste, elle ne connaîtra jamais réellement les taux auxquels elle est exposée. Fatiguée, faible, envie de dormir fréquente, elle ne comprend pas trop ce qui se passe à son arrivée à Tchernobyl. C'est bien sûr les effets des radiations. Quand elle mange, le repas ne suffit pas pour longtemps. Le métabolisme étant beaucoup trop rapide, et après avoir manipulé des échantillons, du sang lui coule du nez et elle a la diarrhée. Son immunité baisse, ce qui fait qu'elle attrape souvent la grippe. D'appartement en appartement, Natalia souffre autant physiquement que moralement. Elle imagine la vie des anciens locataires, voit des objets qu'ils aimaient, des souvenirs ou des photos, et parfois ses nerfs lâchent et elle s'effondre en sanglots à la vue d'un lit d'enfant, de l'ange ou de jouets. Elle racontera qu'un jour, un foyer de travailleurs avait été mis sans dessus-dessous par des maraudeurs et dans une pièce, le sol était couvert de photos. Elle avait voulu entrer, mais avait été incapable de se forcer à poser les pieds sur tous ces visages. Un autre jour, un professeur envoyé sur place par un institut scientifique lui demande de lui trouver un récipient fermé avec des anses. Tout en cherchant l'objet adéquat, elle se rend à l'hôpital de Pripyat. À l'étage, elle aperçoit un bidon qui pourrait bien faire l'affaire, mais lorsqu'elle l'ouvre, elle voit à l'intérieur 4 bébés momifiés. Ils sont de couleur marron, presque chocolat, leurs bras et leurs jambes sont pliés, les yeux fermés. Apparemment, la veille de l'évacuation, des femmes en fin de grossesse ont fait une fausse couche, et on a déposé les fœtus dans ce bidon qu'on a oublié dans la panique. Dans la salle d'opération du même étage, le professeur trouve d'autres fœtus dans un box. Le lendemain, il appela Natalia pour lui demander de retirer ses petits corps du bidon et de les enterrer. Mais elle refusa. Elle en était incapable. À un autre étage de l'hôpital, là où se trouvait le service pédiatrique, un chien mort gît dans un lit d'enfant, la tête relevée et tournée un peu en arrière. C'était le même chien qui vivait dans le jardin d'enfants un an plus tôt. Après l'occupation de son territoire par Natalia et son équipe, il s'était installé dans le service pédiatrique pour y mourir. Au bout de 4 ans comme liquidatrice, Natalia Manzoureva est licenciée car trop souvent malade et hospitalisée. Mère célibataire d'une petite fille, elle décide de ne plus avoir d'enfant car elle risque de donner naissance à un bébé mal formé à cause des radiations. Seule survivante de son équipe de liquidateurs, sa vie continue d'être un supplice. Elle connaît 2 états de mort cliniques, souffre de maux récurrents à la tête, l'estomac et au foie, perte de mémoire à court terme, crise épileptique, des problèmes avec sa colonne vertébrale, a subi une ablation de la thyroïde et a une tumeur au cerveau, sans parler du traumatisme psychologique. Tout cela sans que les médecins ne sachent quoi faire pour la soulager. Lorsqu'elle a commencé à être sérieusement malade, une seule chose comptait pour elle, tenir pour sa fille. Souvent, les gens s'étonnent qu'elle soit encore vivante alors que la plupart de ses collègues sont morts. Et à ça, Natalia leur répondra que lorsqu'ils ne la voient pas durant plusieurs jours, elle est malade au fond de son lit. Et le reste du temps, elle s'efforce de guérir. Cette histoire, c'est celle d'une personne qui a tout fait pour son gouvernement, mais que ce dernier a pourtant laissé tomber. Aujourd'hui, Natalia reçoit seulement l'équivalent de 100 € par mois grâce à sa pension d'invalidité et elle se sent trahie par l'État. Déclarée invalide à seulement 42 ans, jadis considérée comme des héros et des héroïnes de la nation, elle et beaucoup d'autres sont devenus un fardeau pour cette même nation. Seule, avec ses maladies incessantes en prise avec des bureaucrates, Natalia se bat pour que ce qui s'est passé et que ce qu'elle a fait ne soit pas oublié. Car au tout début, il y a une longue liste de maladies pour lesquelles un lien avec l'irradiation suite à l'accident peut être officiellement établi. Mais au fil des années, le gouvernement n'a eu de cesse de rayer des maladies de cette liste, même des tumeurs. En sabrant avec les indemnisations, en diminuant la liste des maladies causées par la radiation, en forçant les victimes à fournir des documents qui n'existaient pas à l'époque ou à fournir à nouveau des documents déjà fournis, en modifiant les mécanismes de calcul de l'indemnisation en fonction de l'inflation, et j'en passe. La Russie actuelle fait tout pour décourager ses héros de se battre pour leur dû. Cette situation, Natalia ne l'accepte bien évidemment pas. Et ainsi, dans les années 1990, elle crée une association qui défend les victimes de la catastrophe de Tchernobyl, puis elle s'engage auprès de l'ONG Planète de l'Espoir pour défendre les droits des victimes d'irradiation en Russie. C'est là qu'elle va rencontrer sa fondatrice, l'avocate Nadiezhda Koutepova, la deuxième héroïne de notre histoire. Née en 1972, elle aussi dans la ville d'Orziorsk, Nadiezhda n'est pendant toute sa jeunesse pas réellement consciente de la réalité qui l'entoure, et elle ne fait pas tout de suite le lien entre les activités de la ville et les tragédies qui ont si durement frappé sa famille. Petite fille d'une ingénieure chimiste de Mayak, décédée d'un cancer du système lymphatique à 56 ans, elle est également la fille de l'un des liquidateurs de l'époque de la première catastrophe, mort à 47 ans des suites d'un cancer des intestins après 2 ans d'atroce agonie alors que Nadiezhda a seulement 13 ans. Sa mère, neurologue dans l'hôpital, qui s'occupe du personnel de Mayak, se battra toute sa vie pour la reconnaissance de la maladie de son mari, qu'il obtient quelques semaines avant sa mort. Il est écrit dessus « maladie commune ». Épuisée, elle sombre dans la démence avant de mourir elle aussi. Mannequin puis infirmière, Nadiezhda s'oriente vers des études de sociologie et de sciences politiques. Un jour, en 1999, à 27 ans, elle est invitée à une conférence sur laquelle elle dira plus tard « Ce fut un tournant dans ma vie ». L'année suivante, elle crée l'association Planète de l'Espoir et décide de représenter les victimes de l'industrie nucléaire de la Fédération de Russie à tous les degrés de la procédure jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg. Dans la pratique, les résultats sont minces, mais revêtent une énorme importance symbolique. D'ailleurs, sa première victoire d'avocate, obtenue en 2011, lui vaut un prix prestigieux, le Nuclear Freedom
Memory Future Award dans la catégorie Résistance, prix qu'elle obtiendra avec Natalia Manzoureva. La même année, les autorités russes reprennent le contrôle total des informations sur la pollution de la région d'Orziarsk. Et depuis cette date, alors que les rejets n'ont jamais cessé, plus aucune donnée officielle n'a été communiquée. Menacée de prison parce qu'elle défend les droits des victimes d'une double catastrophe nucléaire en Russie, elle fuit précipitamment son pays avec ses 3 enfants pour gagner la France en 2015, où elle obtient le statut de réfugiée politique. Cette ancienne habitante d'Orziarsk, un territoire où l'on ne peut toujours pas pénétrer sans autorisation, prend encore aujourd'hui de très gros risques. Certains de ces dossiers ont fait beaucoup de bruit, la plupart étant liés à des questions d'indemnisation. Son activité a vite irrité le gouvernement russe et dès 2004, son OGN subit des pressions du FSB, le service de renseignement de la Russie chargé des affaires de sécurité intérieure, principal successeur du KGB soviétique. En avril 2015, Planète de l'Espoir est placée sur la liste des agents de l'étranger. On parle à demi-mot de haute trahison. On évoque une peine de prison de 20 ans et on lui reproche également ses financements hors des frontières car l'ONG reçoit des subventions d'une association présente dans 50 pays et d'une fondation américaine. Planète de l'Espoir reçoit une amende de 300 000 roubles, environ 4 000 euros, pour avoir refusé de s'enregistrer comme agent de l'étranger et un tribunal lui reproche même de porter préjudice à la Russie. Durant les mois précédant son exil en France, la chaîne de télévision nationale Rossiya 24 diffusera des reportages à charge contre elle et son organisation, allant même jusqu'à filmer son domicile et donner son adresse au public. Au cours de ces 15 dernières années, Nadejda et ses collègues ont défendu des centaines de personnes et mené des dizaines de procès. Ces histoires, celles de Natalia Manzoureva et Nadejda Koutepova, vont bien au-delà de Mayak et de Tchernobyl. Elles sont pour beaucoup des héroïnes, oui, mais pour elles comme pour tant d'autres, elles n'ont pas le sentiment d'avoir vraiment fait des actes qui mériteraient que l'on parle d'elles. Tout au plus, ont-elles agi finalement comme on leur avait enseigné dans la plus pure tradition de cette URSS aujourd'hui disparue. Mais tandis que les souvenirs s'effacent, que les survivants meurent et que d'autres agonisent attendant leur tour, le corps meurtri par une poignée d'années offerte à un système qui ne les reconnaît plus, elles sont toujours présentes et se battent au péril de leur vie pour la justice, pour ne plus faire les mêmes erreurs et ne plus avoir à revivre de telles horreurs. Cette vidéo se termine. Lâchez-vous dans l'espace commentaire, ça me fera plaisir et YouTube aime bien. Est-ce que vous connaissiez ces femmes et ce qu'elles avaient accompli? Que pensez-vous finalement de tout ceci? Comme d'habitude, si cette chronique vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à partager. N'hésitez pas également à me rejoindre sur les réseaux sociaux, tous les liens sont disponibles dans la description. On se retrouve dès le mois prochain pour une nouvelle chronique et d'ici là, comme d'habitude, n'oubliez pas, de l'ordre naquit le chaos, du chaos jaillit la renaissance. Ciao!